Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. J'aime ça quand nos chroniqueurs réguliers sont en studio. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Brigitte Marchand, qui est pharmacienne propriétaire, qui est avec nous toutes les semaines. Puis avant de parler du sujet très, très hot d'aujourd'hui, là, on a eu tellement de commentaires sur ta dernière chronique intervention dans un épisode sur les otites. Et là, tu as suggéré une recette maison, puis là, les gens, ils veulent l'avoir encore, cette recette-là. Je te laisse l'expliquer. Bon, c'est ça. Alors, j'ai apporté le kit pour la fabriquer. Dans le fond, c'est le vinaigre blanc, le standard que vous trouvez à l'épicerie, l'alcool que vous pouvez trouver en pharmacie. Et donc, nous, en pharmacie, on peut vous donner, je pense que c'est peut-être 25 sous, là, une petite bouteille avec, vous pouvez acheter la petite pipette aussi. Et vous avez les mesures en millilitres. Donc, c'est pas très compliqué. On donne 50% donc d'alcool, 25% d'eau distillée. L'eau distillée, c'est comme quand vous voulez purifier un biberon, par exemple, de bébé, vous faites bouillir pendant 5 minutes. L'eau, vous la laissez refroidir quand même un peu. Puis après ça, vous mettez, pour terminer, 25% de vinaigre. Il y en a qui vont faire 50% vinaigre et 50% aussi eau distillée. Mais les deux fonctionnent très bien. Puis c'est très facile. Vous avez cette recette-là qui est donc chez vous pour tout l'été, pour vos enfants, pour vous. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, exactement. Puis c'est une belle prévention parce que, comme on dit, ça garde le milieu interne de l'oreille hostile à ce que les bactéries puissent multiplier, parce que exactement. C'est un milieu acide, ça baisse le pH. Exact. Mais là, je veux que tu me parles d'une discussion que tu as eue avec Pierre Lavoie sur la qualité des lacs. Étant sur le bord d'un lac moi-même, ça m'inquiète parce que chaque année, je vois que c'est de pire en pire l'état du lac. Bien, en fait, c'est ça, Pierre, on discutait ensemble la semaine dernière, puis il me disait que depuis que les lacs sont plus contaminés, les gens se plaignent justement de faire plus d'otites externes et ça devient un problème parce que c'est vraiment incommodant là, de faire des otites. Là. Ça bourdonne, c'est achalant, on dirait que tu as toujours quelque chose dans l'oreille. Hein? Et puis, c'est un réel défi pour les baigneurs, hein? Pas seulement ceux qui font de la compétition, mais ça peut être de la baignade en loisir. Il y en a qui vont même aller chez l'audioprothésiste pour faire des bouchons sur mesure, mais on sait que ça coûte cher. Puis on ne peut pas garantir que c'est une protection complète. Là. Et dans une prochaine intervention, on va parler des maux d'oreille chez les adultes parce que les acouphènes, la maladie de Menière, il y en a aussi qui nous touchent. Puis on peut perdre l'équilibre, on manque des journées de travail. Mais aujourd'hui, on est collé sur l'actualité. On parle de surdose, d'essais causés par les opioïdes. C'est vraiment une crise de santé publique. C'est vraiment un fléau sociétal. Et d'abord, je veux que tu parles, Brigitte, là, les drogues vendues dans la rue. C'est dangereux parce que, bon, on sait les effets reliés à la drogue, mais on sait qu'il y a aussi des contaminations avec d'autres drogues. En fait, ce qui arrive, c'est que dans les drogues de rue, on ne peut jamais savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dedans. Les laboratoires illicites, ils trouvent à chaque fois des nouvelles recettes pour que ça coûte moins cher. Hein. Puis on sait que les opiacés, c'est quand même des substances qui sont pas très onéreuses pour eux, pour ces laboratoires-là. Et donc, ils peuvent couper même avec des substances qui sont pas au départ dangereuses pour créer une dépendance aux opiacés, comme l'amphétamine va être coupée. Mais on peut jamais savoir. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Puis nous, en tant que professionnels de la santé, en pharmacie, mais les autres aussi, c'est qu'on essaie, quand on fait face à quelqu'un qui a ce type de problématique, on essaie vraiment d'être à l'extérieur du jugement. Parce que ce qu'il faut penser... c'est important ce que tu dis. Parce que beaucoup, puis tu sais, c'est le cas que, comme tu disais juste avant d'entrer en ondes, la pilule du lendemain, tu t'en vas, t'es gêné de demander au pharmacien. Tu sais, c'est difficile à aborder, là. Oui, effectivement, mais tu sais, on développe une certaine habitude, puis on a notre distance avec le dialogue avec l'individu, puis on met aussi en confiance la personne. Parce que souvent, nous, ce qu'on veut, que ce soit pour plusieurs types de consultations, que ce soit pour la pilule du lendemain ou que ce soit quelqu'un qui a besoin d'un kit de naloxone. Puis souvent, c'est urgent, là, mais je veux dire, des fois, les gens viennent en amont parce qu'ils vont dire, par exemple, mais moi, je sais que mon fils consomme, puis j'aimerais ça avoir un kit à la maison. Fait que là, on met la personne en confiance, on le met à l'écart. On a des bureaux fermés maintenant dans les pharmacies communautaires. Donc, ça permet aussi d'avoir un dialogue plus ouvert, plus attentif. Puis, c'est très important de dire aussi, c'est que c'est gratuit.
depuis 2017, on a la possibilité de donner gratuitement ces kits. Hein, c'est des kits qui viennent comme ça. Là, tu en as apporté en studio, puis même à Cube, on a un kit. Oui, parce c'est qu'on ça. est situé Berry-Sainte-Catherine. Ben fait qu'on oui. a notre kit aussi. Premièrement, comme citoyen, c'est notre devoir d'intervenir. Tu me parlais de la loi du bon samaritain. Là. Ça se passe devant moi. Je suis obligée d'intervenir? Bien, a priori, oui. C'est sûr que, tu sais, c'est intimidant quand tu n'es pas dans le domaine de la santé, puis il faut que tu interviennes. Tu te demandes un peu comment, mais c'est tellement, tellement facile. Dès qu'on voit que quelqu'un est inerte, il respire plus, il est comateux, il est froid souvent, puis les extrémités peuvent devenir C'est ça, les bleuées. symptômes? Oui, c'est ça. On voit que la personne Mais là, on ne est sait comme... pas s'il dort. Ça peut être ça aussi, parce que souvent, ça, c'est un problème aussi. C'est ça. Il y a une psychiatre qui disait souvent, les gens, ils prennent tellement de choses hein, quand ils sont malheureusement drogués. C'est souvent plusieurs drogues qu'ils consomment. Ça peut être des benzodiazépines qui vont endormir avec la morphine. C'est un kit, c'est des gros cocktails. Puis aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, dès que quelqu'un est inerte et présente les symptômes, on va l'injecter, même si c'est pas... Même si c'est pas le fentanyl, par exemple. Exactement. On prend pas de chance. Parce qu'on peut sauver une vie, Isabelle. Ben oui, puis ça me fait penser à mon épipène. Moi qui est mortellement allergique à plusieurs choses, j'ai toujours mon épipène. Fait on sait qu'on doit agir rapidement. C'est le même cas avec la naloxone. On se le procure. On l'injecte comment? Parce que c'est pas... c'est nasal, hein? Oui, c'est nasal. Ça, c'est bien parce que c'est tellement facile à utiliser. Vous voyez, dans les boîtes qu'on remet à la pharmacie, il y a 2 kits. Ça ressemble à ça. Donc, une fois que c'est ouvert, vous avez tout simplement le petit objet qui est très, très léger. Hein. On a l'impression qu'il n'y a rien. Donc, la personne, vous l'allongez parce que souvent, les gens, quand ils tombent dans cet état-là, ils sont soit comme affaissés sur un fauteuil. Vous l'allongez au sol. Vous mettez un peu la tête penchée vers l'arrière. Vous mettez votre main vers la nuque. Et vous injectez fermement. Vous mettez l'embout dans une des narines, puis vous injectez fermement. OK. Et ça, c'est faites immédiat. Pas un test avant, hein? Il y en a juste une dose. Il y a une dose, mais il n'y en a pas 2 dans la boîte? Oui, parce que si après 3 minutes, la personne ne revient pas en état de conscience, n'ouvre pas les yeux, quelque chose comme ça, ou bouge un peu, vous injectez dans l'autre narine. Puis ça, vous avez 30 minutes de délai. On attend 30 minutes, mais ce que je veux dire, c'est que l'antagoniste qui agit... C'est un antidote, là. C'est un antidote, c'est ça, exactement. Il va durer 30 minutes, mais ça ne veut pas dire que la surdose ne peut pas revenir après ce 30 minutes-là. C'est pour ça que c'est important de toujours appeler le 911. Fait que la première chose à faire, 911, parce qu'on sait que le temps que les secours arrivent, on fait ça et ça donne le temps, si jamais la personne se réveille ou retombe en surdose, ben d'avoir une nouvelle intervention à ce moment-là avec les paramédics, les ambulanciers. Après ça, les paramédics vont s'en occuper. Exactement. OK, parfait. Si la personne est plutôt sur la cocaïne, puis qu'on fait ça, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, en fait. Mais c'est sûr qu'une surdose de cocaïne pure, en général, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes qu'on va retrouver. Ce qui est dangereux avec les opiacés, mais ça se peut que, par contre, la cocaïne soit coupée avec d'autres des opiacés. Mais ce qu'il faut penser, c'est que peu importe, on peut utiliser la naloxone et il n'y aura pas de danger. Il n'y a pas d'effet secondaire. Fait que même si ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas eu... il n'y avait pas... parce que la morphine, c'est la même famille aussi, Oui, ça c'est des opiacés. L'héroïne, tout ça. L'héroïne, la morphine, les fentanyls. Les morphones, les longues actions. Vous savez, nous, en pharmacie, dès qu'on a quelqu'un qui vient avec une ordonnance, des fois, c'est pour la douleur ou il y a eu une opération ou un accident d'auto puis il y a besoin de prendre des analgésiques puissants de la catégorie des opiacés. On donne automatiquement un kit de naloxone. On donne l'enseignement. Parce que, vous savez, quelqu'un qui n'a jamais pris de ce type de médicament, on appelle que la personne est naïve. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment la personne peut réagir. Et des fois, ils ont très mal. Là, ils vont commencer à en prendre plus que la dose prescrite. Ça peut arriver, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on veut... Et développe une dépendance. Naturellement, ce n'est pas la majorité des gens, mais il y a des gens qui sont plus à risque. Hein. On sait qu'il y a des facteurs personnels, héréditaires, environnementaux. C'est difficile un peu à cibler. Il n'y a pas vraiment d'études spécifiques. On ne sait pas la proportion de gens qui vont commencer ce type de médicament-là et développer vraiment une dépendance face à ça.
J'ai pas le pourcentage, Ouais. mais on sait que oui, ça existe. Et il y a des gens, malheureusement, ils vont tomber dans une spirale épouvantable parce qu'ils ne pourront pas s'en sortir tant que, justement, ils vont pas être pris en charge avec une cure et un environnement adéquat. Un environnement adéquat. Mais tu sais, tu parlais de, oui, il y a beaucoup de cures, des centres de thérapie de 3 semaines, 4 semaines pour vraiment tout arrêter, mais ça fonctionne pas à tous les coups. Souvent, on dirait qu'ils vont replonger malgré 3 semaines de sevrage ou d'abstinence totale. Tu sais, c'est un mode de vie, hein? Oui. Tu sais, des fois, on parle souvent, oui. Il faut changer nos habitudes de vie, il faut changer nos amis. C'est très complexe, mais on sait que 80% des gens réussissent à se sortir d'une dépendance à une drogue. Donc, c'est quand même la bonne nouvelle. Et aussi, il ne faut pas oublier, Isabelle... C'est quand même beaucoup, oui. C'est beaucoup. Hein, on dit que le 20% restant, mais c'est des gens, des cas plus difficiles, peut-être sont moins bien encadrés. Des fois aussi, c'est quand ils sortent des centres, la famille, les amis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis, l'estime de soi, il faut travailler sur l'estime de soi, faire des thérapies, naturellement. Puis, il ne faut pas oublier aussi que quand on parle de consommation de drogue de rue, 98% des décès, Isabelle, c'est accidentel. C'est accidentel. C'est énorme. C'est pas des suicides. Non. Non, c'est vraiment un minime pourcentage. Puis il faut penser que depuis la pandémie, il y a vraiment une hausse épouvantable. On dit que surtout les jeunes hommes, là, la catégorie 25-45 ans. C'est eux les plus exposés. Les plus exposés. Des fois, ils vont vivre un échec personnel, professionnel. Puis aussi, toute la catégorie des gens, statut social plus fragile, hein, quand on dit que le filet social est moins solide, vont voir malheureusement une chute possible, plus vertigineuse. Tu sais, et de voir à quel point il y a de plus en plus de fraude dans le domaine avec des substances mélangées. C'est le cas dans les suppléments pour sportifs aussi. On achète quelque chose, c'est mélangé avec d'autres trucs, c'est encore pire pour la santé. Comment tu vois l'avenir? Comment qu'on pourrait contrôler ça? Et ça serait compliqué. Il faut vraiment avoir un contrôle, là. Il va falloir sortir une agence experte, mais sûrement qu'il y a des experts qui se posent la question actuellement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que peu importe qu'est-ce que la personne consomme, même si c'est juste du cannabis, on va lui donner un kit de naloxone. Parce qu'on ne sait pas comment, dès qu'on commence à consommer, ça ouvre la porte vers d'autres types de consommation. Puis on sait qu'il y a même le cannabis qui peut être aussi coupé avec certaines des drogues qui peuvent causer... Fait qu'on peut en consommer à son insu. Exact. En terminant, la loi du bon samaritain, c'est important. Ça nous protège juridiquement si on intervient et qu'il se passe quelque chose, par exemple. On ne peut pas être accusé, on est intervenu, il est décédé. On ne peut aucunement être accusé, là. Non. C'est vraiment... La loi du bon samaritain va protéger autant l'intervenant que la victime. C'est-à-dire que c'est vraiment de bonne foi. La personne a aidé quelqu'un qui avait un besoin urgent. Mais n'hésitez pas à aider, parce que je ne sais pas si t'es comme moi, Brigitte, mais moi, je vois dans des situations d'urgence, on a vécu quelques-unes, les gens ont tendance à se retirer puis regarder la situation sans intervenir. Il faudrait que j'en parle à un psychologue, mais on dirait que personne ne veut rien faire. Wow, il faut bouger. Oui, c'est vrai que certaines personnes vont devenir comme figées. Hein? Alors, ils sont comme pris, qu'est-ce que je dois faire? Mais je pense que ça s'enseigne. Hein? Je pense qu'on peut, c'est pour ça qu'on fait cette chronique, Isabelle, c'est pour sensibiliser les gens à dire, c'est facile, ça se manipule facilement, le petit injecteur. Et ça peut sauver une vie. Et des fois, sauver une vie, c'est aussi limiter les dommages collatéraux. Hein. Il y a des familles, il y a des enfants qui sont derrière ça, il y a des êtres humains. Puis je pense que c'est tout de valoriser tout cet aspect-là relationnel. Brigitte Marchand, propriétaire, tu as aussi ton podcast. J'invite évidemment les auditeurs à te suivre sur ton podcast Cap Apogée Idée. Et c'est toujours un bonheur de t'avoir pour nous renseigner de si belle façon en studio. Merci, Brigitte. Merci, Isabelle. Merci.